Troisième épisode, volumen Philweten 6, chapitre 2. Les guerriers du Nord étaient immenses, ils nous dépassaient facilement d'une tête. Convoyant ne semblait pourtant pas le moins du monde impressionné. Son éternel sourire vissait sur le visage, il marcha sans hésiter jusqu'à eux. J'avais, sur son insistance, accepté de le suivre. Mais une fois au milieu de cette horde en armes, j'avoue avoir commencé à regretter ma décision. L'abbé observa un moment le géant nommé Gudrodre, puis s'adressa à son interprète, sans pour autant lui faire l'aumône d'un seul regard. « Comment t'appelles-tu, jeune fille ?» L'intéressé eut un moment d'hésitation, mais reprit vite contenance. « Je me nomme Margide, mais à travers moi c'est Gudrodre qui parle, j'avais compris, » l'interrompit Convoyant dans un souffle. « Alors écoute-moi bien, Margide. J'espère pour notre bien à tous que tu ne trahiras pas mes paroles. Il y va de nos vies, y compris de la tienne. »« Tu me menaces, moine ?» maugréa la jeune rousse. « Croyais-tu vraiment être la seule à pouvoir jouer à ce petit jeu ?» railla l'abbé. « Allons, pas de cela entre nous. Voilà ce que tu vas dire à ton maître. Je suis Convoyant, le responsable de ce lieu. Les gens que vous attendez ne vont pas tarder à arriver, je les ai fait prévenir. Ils seront là avant ce soir, vous avez ma parole. » « Pour ce que vaut la parole d'un moine, marmonna Margide, qui s'exécuta néanmoins avant de cracher la réponse du guerrier. « Pas après ce soir, moine, ou il t'en cuira. » Puis, d'un geste du menton, Gudrodre donna l'ordre à ses hommes de se replier. Alors que, soulagés, nous retournions nous mettre à l'abri dans l'enceinte du monastère, Ingmar va se poster sur notre passage, entouré des frères de notre confrérie. Les bras croisés, il affichait un visage sévère. « Vous nous devez des explications, mon frère. Je ne peux croire que vous teniez commerce avec cette engeance. Dites-moi que je me trompe. » Convoyant prit un air exagérément contrit. « Je dois me confesser, mon cher Ingmar, j'étais en effet informé de la venue de ces Morlériennes. » Une rumeur s'éleva parmi les moines et la bouche d'Ingmar en béa d'incrédulité. « Mes frères, je comprends votre étonnement, mais croyez bien que je n'ai guère eu le choix. Il y a quelques mois, on est venu me solliciter pour une affaire qui exigeait la plus grande discrétion. Je peux seulement vous dire que cette troupe païenne a été recrutée pour remplir une mission de la plus haute importance en territoire franc et que notre abbaye a été choisie comme le lieu de rendez-vous. Tranquillisez-vous, ces gens ne sont pas ici pour commettre des violences. » « Mais pourquoi nous l'avoir caché ?» gémit Ingmar, accompagné du murmure d'approbation des autres moines. Convoyant répondit visiblement ému. « Mon bon ami, cette transaction devait demeurer secrète. En vous mettant dans la confidence, je nous aurais tous exposés à de terribles conséquences. Croyez-moi, mon cœur est lourd de vous voir laissé sur le bord du chemin de la vérité. Mais si j'ai agi ainsi, c'était pour le bien de notre communauté, soyez-en assurés. » Soudain, à la surprise générale, il s'agenouilla et leva les mains, paumes ouvertes vers le ciel. Puis il s'adressa à tous avec des tremblements dans la voix. « Me pardonnerez-vous, mes frères? Pardonnerez-vous au modeste pasteur qui donnerait sa vie pour prémunir ses brebis des crocs du loup? J'implore votre miséricorde à tous, et surtout celle de notre Seigneur, que jamais je n'ai voulu offenser. Je suggère que vous vous réunissiez dans l'abbatiale afin de prier ensemble pour notre salut. Pour ma part, je vais me retirer afin de préparer l'arrivée de ceux que j'ai envoyés chercher. » Bien évidemment, les moines présents acquiescèrent dans un bel ensemble à cette suggestion et se précipitèrent pour aider leur abbé à se remettre sur pied. Il y eut des accolades, des signes de croix et des remerciements, puis tout ce petit monde prit rapidement le chemin de l'église. Même Ingmar, qui pourtant paraissait encore bougon, suivit sans broncher. Je m'apprêtais à leur emboîter le pas lorsque Convoyant me retint par l'épaule. « Pas vous, mon bon Philweten, j'ai encore besoin de vos services. » Il fit une pause et se gratta le haut du crâne, l'air un peu gêné. « Je devine ce que vous pensez, mon ami. Vous trouvez que j'use avec bien trop de délectation de mes talents de bonimenteur, n'est-ce pas ?»« J'avoue que cela m'a traversé l'esprit, répondis-je sans embâge. Mais si, comme vous l'affirmez, vous avez agi pour notre bien à tous, alors je ne peux que fermer les yeux sur les moyens que vous estimez nécessaires pour arriver aux fins qui vous semblent essentielles. » Convoyant me contempla un instant. Il ne souriait plus.
Son visage s'était relâché. Il paraissait plus vieux, ainsi débarrassé du masque diplomatique qu'il s'imposait en toutes circonstances. Mais je ne me laissais pas tromper, car si la meule du temps avait usé son corps, elle avait en revanche formidablement aiguisé son esprit. « J'aime votre verbe, Fidouéten, me confia-t-il. Avec vous, je peux m'exprimer d'égal à égal, et croyez-moi, c'est fort reposant. Nos frères sont pourtant de fins lettrés, mais peu ont, comme vous, le goût de regarder sous la surface des choses. À ce propos, j'aimerais beaucoup que vous m'accompagniez jusqu'au rempart pour observer nos visiteurs, si du moins votre jambe ne vous fait pas trop souffrir ce soir. » Du haut du talus, nous constatâmes que les Morlériennes s'étaient regroupées près de leur navire et se restauraient. « Quelle est la personne que votre messager est allé prévenir ?» demandai-je un convoyant. « Une personne puissante, cher ami, quelqu'un dont vous avez déjà, j'en suis certain, croisé la route. » « Vous ne me direz pas son nom. » « Je ne sais pas encore si cette personne viendra elle-même ou si elle se fera représenter. Tant que je n'ai pas cette information, vous comprendrez que je respecte l'engagement que j'ai pris de taire son identité. » « Je comprends, mais avouez que tous ces mystères ont le don d'attiser ma curiosité. Lorsqu'on souffle sur le feu pour l'éteindre, on obtient en général l'effet inverse. »« Je le sais, compagnon. Laissons donc, si vous le voulez bien, le temps faire son œuvre, et vous aurez bientôt toutes les réponses aux questions qui vous taraudent. En attendant, voulez-vous bien me faire part de vos observations? Qu'avez-vous à me dire au sujet de cette bande qui campe sous nos murs? » « Mais bien sans doute pas grand-chose que vous ne sachiez déjà, soupirai-je. Nous avons Gudrodre, dont l'âge est incertain, mais qui me paraît encore assez vigoureux pour imposer le respect. Derrière lui, je pense que nous avons vu sa garde rapprochée, son premier cercle, des hommes jeunes et déterminés dont les boucliers éraflés et les visages couturés semblent témoigner de leur expérience au combat. J'ai d'ailleurs cru remarquer des bandages sur certaines tuniques. Je pense que leur voyage jusqu'ici n'a pas été de tourpeau, qu'ils ont probablement livré bataille il y a peu, quelques jours, une semaine tout au plus. Le plus étonnant est bien évidemment cette femme qui leur sert d'interprète. Qui est-elle? J'aimerais bien le savoir. Cependant, j'ai ma petite idée. Les païens font commerce d'esclaves. Peut-être a-t-elle été enlevée lors d'une attaque. Si c'est le cas, intervint un convoyant, ils lui auront retourné la tête. Son animosité envers nous est tout sauf feinte. En effet, le plus sage serait de s'en méfier. Mais n'oublions pas de compatir. Vous avez raison, prions pour elle, et surtout pour que ceux que nous attendons ne tardent pas trop. Et le soir tomba. Gudrodre était revenu se poster sous nos murs, accompagné cette fois de la quasi-totalité de ses hommes. Ils étaient plus d'une centaine, tous caparaçonnés de fer et de cuir, et portant de surcroît des casques aux masques terrifiants. Ils avaient allumé 2 grands feux et traînaient derrière eux un épais tronc d'arbre probablement destiné à servir de bélier. La panique qui nous avait quittés le matin revint au galop à la vue de cette horde à l'allure démoniaque. Même Convoyant, qui d'ordinaire restait maître de ses émotions, tapotait nerveusement le bois de la palissade. Nous sentions tous que l'heure était grave. Gudrodre s'avança, brandissant une torche, et toujours suivi comme son ombre par son interprète, qui gardait la main sur son ventre gros. Chacun retenait son souffle. Puis, Margit rompit le silence. « Moine, pour accomplir notre mission, nous avons voyagé longtemps, et nous nous sommes beaucoup battus. Vous nous avez promis que nous n'aurions pas à attendre plus d'une journée. Celle-ci se termine, et avec elle vos misérables vies. Vous allez comprendre ce que tenir une promesse veut dire. » Derrière elle, une douzaine d'hommes soulevaient le tronc d'arbre dans un commun effort et dirigeaient sa pointe taillée vers nous. Margit avança encore un peu. Plus que jamais, elle affichait un air de défi. « Je crois qu'il est temps que tu invoques ton Dieu sauveur, l'abbé. Nous verrons s'il est aussi efficace que tu le prétends. »« Il l'est, assurément. » Celui qui avait prononcé ces mots d'une voix forte était sorti de l'ombre et avançait à présent d'un pas assuré au milieu des Morlériennes. C'était un homme de notre armée, vêtu d'une cotte de maille sous une cape d'un bleu profond. La fibule qui en retenait les pans luisait sous la lumière dansante des flammes. Une large balafre violacée sillonnait le côté gauche de son visage, démontrant que le gaillard était à classer parmi les vétérans. « Je vois que j'arrive à temps pour éviter un drame, » s'écria-t-il. Margit s'apprêtait à répliquer, mais l'homme l'arrêta d'un geste. « Tais-toi, la rouge, tu en as déjà trop dit. Je précède la personne que vous attendez. Fais en sorte que les chiens rentrent dans leur niche, sans quoi ils seront rossés comme ils le méritent. Je ne suis pas venu seul. » Margit lui jeta un regard noir,
il traduisit quand même l'information à son chef qui ordonna aussitôt à ses hommes de baisser leurs armes. « La meute ne te sautera pas à la gorge aujourd'hui, Yarnock, lui lança Margit d'une voix pleine de morgue. Cependant, je te donne raison sur un point. En ce qui te concerne, le drame vient d'être évité de justesse. » Yarnock. Lorsque le moignon envoyé par Convoyons nous a annoncé le retour des Morlériennes, je n'y ai d'abord simplement pas cru. Ces pirates du Nord n'ont aucune parole, et je préfère encore marcher sur un lac gelé que de leur faire confiance. J'étais tellement persuadé de leur fourberie que j'avais parié 10 deniers qu'on n'entendrait plus jamais parler d'eux. Il faut croire que mon instinct n'est plus aussi bon qu'autrefois parce que non seulement ils sont au rendez-vous, mais apparemment ils ont réussi leur mission. Combien d'années cela fait-il ? 8 ans, 10 ans, que je suis au service de mon Seigneur et de sa famille, à défendre leur vie sur les champs de bataille, à traquer les mauvais payeurs, à protéger leurs intérêts de toutes les façons possibles. Et bien sûr, c'est moi qu'on a envoyé en ambassade pour faire patienter les païens. Moi, un ambassadeur ? Quelle absurdité. Si on m'avait laissé régler ça à ma façon, j'aurais rassemblé une troupe de soldats déterminés, avec quelques bons archers, et cela nous aurait évité bien des palabres inutiles. Oh, je connais bien mon affaire, et aucun des pirates n'aurait eu le temps de regagner son damné Penner. Ça, je peux l'assurer. Et j'aurais surtout pris un malin plaisir à faire taire définitivement la rouquine en lui arrachant la langue pour la jeter au chien. Au lieu de ça, je vais encore devoir supporter ces braillements de femelles. Franchement, je comprends toujours pas comment on peut en arriver là. Comment on peut épouser fait et cause pour des barbares au point de devenir l'une des leurs. Il y a des mystères qui me dépassent. C'est comme cette absurde mission diplomatique. On dirait que les puissants ont l'art de compliquer les choses. Quand diable vais-je enfin pouvoir me battre au grand jour et affronter mes ennemis, l'épée à la main ? Au lieu de cela, j'en suis réduit à courir la campagne dans l'obscurité pour jouer un rôle qui ne me ressemble pas, avec en prime les insultes de cette diablesse aux cheveux rouges. J'enrage. Mais tout espoir n'est peut-être pas perdu. La diplomatie, parfois, ça tourne mal.